Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette conférence proposée par Sophie sur les 4 causes fondamentales de la maladie. Est-ce que ça fonctionne bien? J'ai déjà reçu quelques bonsoirs, quelques coucous d'un petit peu partout sur le chat. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? De Bonsoir notre tout le monde. Bonsoir, bonsoir. du 78, du Sud, du 13, de Normandie. Oui, j'ai vu de Belgique aussi. Oui, tout à fait, du 37. Oui, ça a l'air de fonctionner, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bonsoir de Touraine. Bon son et belle image, super, merci Chan. Impeccable. Oui, ça fonctionne bien dans le 83 aussi. Du coup, d'un point de vue technique, ça a l'air d'aller. J'espère Oui. que tout le monde est bien installé. Bonsoir Sophie. Je vais te proposer de te Bonsoir, bonsoir. présenter, de nous dire un petit peu ce qui t'amène à nous proposer cette conférence aujourd'hui. Alors, on va essayer de résumer hein, parce que c'est un long chemin, un long parcours. Qu'est-ce qui m'amène à vous proposer cette conférence un peu particulière? Eh bien, c'est mon expérience de vie, bien évidemment. Je suis née et j'ai été éduquée, j'ai été élevée en Afrique et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 17 ans. Et donc, je suis rentrée en Europe, en Belgique, pour mes études universitaires. Et là, ça a été un choc énorme, 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 énorme. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Et à partir de là, je veux dire qu'il y a énormément de choses qui se sont mises en route dans ma vie, dans ma santé. Je veux dire qui se sont déglinguées. Et j'ai un peu navigué dans différentes études. Et puis, j'ai fait des études de biologiste. Donc, je suis biologiste botaniste. Et j'ai commencé à développer des maux de tête qui se sont transformés en migraines. Et ça a duré 25 ans. Alors, pendant 25 ans, j'ai souffert de migraines. J'ai commencé par prendre des médicaments légers, comme on va dire des aspirines, et puis les médicaments classiques, jusqu'à terminer par je pense, les pires de tous, qui sont les triptans. Et j'ai rajouté à ça 10 ans d'asthme. Et j'étais persuadée, j'avais la croyance que personne ne pouvait rien faire, que ça ne pourrait pas guérir, puisque personne n'arrivait à me guérir. Et donc, je me suis forgé cette croyance. Et donc, quand je dis ne croyez personne et même pas vous-même, on est les premiers à se forger nos propres croyances limitantes. Et puis, il y a 12 ans maintenant, un peu plus de 12 ans, j'ai commencé des études de nutrithérapie. Donc, ce sont deux socles très scientifiques, biologie et nutrithérapie. Et j'ai rencontré un docteur en biochimie qui m'a dit, je vais t'aider, on va s'occuper de tes migraines. Et en parallèle, je commençais tout mon cursus dans l'univers des symboles. Donc, je suis symboliste aussi, thérapeute symboliste. Et en travaillant sur les deux piliers à la fois, sur le côté biologie, physique, mon corps, et sur tout le côté symbolique, les deux piliers, en un an de temps, je me suis débarrassée de 25 ans de migraine, de 10 ans d'asthme, de tout le bazar. Et waouh, ça a été une révélation. Et quand j'ai découvert le pouvoir du symbole, j'ai dit ça, il faut que je le transmette, il faut que j'en parle, il faut, voilà. Et puis, dans ma pratique thérapeutique, c'est comme ça que je fais. Et voilà. C'est super inspirant de t'entendre le dire comme ça et ça te met un beau sourire sur le visage, c'est vraiment chouette. Oui. Super. Est-ce que tu es prête à te lancer, à nous raconter un petit peu? Ouais? Oui, oui, oui. Alors, ce Donc, qu'on va faire, c'est que je vais juste faire une petite bidouille. Alors, je vais vous laisser le chat ouvert. On va laisser Sophie nous présenter sa présentation. Si vous avez des questions au fur et à mesure, je vais vous inviter à les noter au fil de l'eau dans le chat. On les prendra toutes à la fin de la présentation, de manière à ce que si certaines de ces questions trouvent leur réponse durant la présentation, vous soyez rassurés. Et si il y a des choses qui doivent être reprises ou précisées, on le fera à la fin. J'ai vu passer une question tout à l'heure. Il y a un replay. Oui, il y aura un replay sans aucun souci. Par rapport à ça, soyez rassurés. Voilà. Je vais laisser la parole à Sophie. merci. Vas-y. Je peux y aller? Alors, Ouais. c'est parti. Nous voilà partis dans l'univers de la maladie, la maladie.
Alors, la première chose que j'utilise dans cet univers des symboles, eh bien, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Et la langue des oiseaux, c'est cette faculté de trouver par la consonance, par l'écoute, une autre façon, un autre message. Donc, la maladie, c'est la maladie. Donc, le maladie ou le maladir. Donc, ça, c'est déjà, vous en verrez d'autres plus tard. Alors, on a une grande différence entre se soigner ou se guérir. Quand on est pris dans un labyrinthe de douleurs, de maladies chroniques, de maladies récurrentes et on n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe, c'est parce qu'on est en permanence en train de se soigner au lieu de rentrer dans la guérison. Mais c'est quoi la grande différence? Comment est-ce qu'on pourrait définir le soin et la guérison? Et c'est là que vous allez voir de nouveau où intervient la langue des oiseaux. Alors, il faut savoir que 90%, 90% pour les Belges, les Luxembourgeois et les Suisses qui écoutent, si 90%, 90% des comportements sont inconscients. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie, il n'y a que 10% qui proviennent de notre conscience. Le reste provient des automatismes, de tout ce que nous avons engrangé, tout ce que nous avons appris durant notre vie et même en transgénérationnel, tout ce qui nous a été transmis. C'est énorme. Et donc, c'est dans cet inconscient qu'on va aller puiser, que le symbole va aller puiser. Ça, on va aller voir plus tard. Dans notre société actuelle, comme vous le savez, c'est la société c'est la course à la performance, c'est la course à la réussite, c'est la course à l'argent, c'est la course au temps, c'est la course à tout ça. Donc, on ne peut plus tomber malade. Et pourtant, la maladie, c'est une aide phénoménale pour bien faire. Il faudrait que tout le monde dise merci, gratitude infinie à la maladie qui arrive. Et c'est une demande de revisiter. Alors, c'est une demande de revisiter quoi? Bien, c'est des tas de choses et notamment les croyances. La maladie, elle vient comme une aide à quelque chose qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. Alors, vous allez voir plus tard qu'il y a plusieurs maladies et que donc il y a 4 causes, 4 aspects dans ces maladies. Et c'est en général non seulement des croyances, mais aussi ça peut être des traumas, ça peut être des injonctions, ça peut être toutes sortes de choses qui se sont passées dans notre vie et qu'on a occultées, qui sont refoulées dans ce fameux inconscient, dans ces 90%. Alors, se soigner ou se guérir, notre chère langue des oiseaux vient nous parler de soigner comme soigner ou soigner. Qu'est-ce que vous avez envie de choisir? Ou bien préférez-vous le guérir? Donc, vous voyez comme c'est intéressant cette langue des oiseaux, moi je l'adore, c'est juste génial et c'est souvent très très pertinent. Personnellement, je préfère rentrer dans la guérison. Donc, soigner ou guérir. Alors, soigner, comment on va le définir? Quand on se soigne, quand on est dans ces maladies chroniques, quand on est dans ces maladies récurrentes, qu'est-ce qu'on fait? On se soigne. Ça veut dire qu'on va voir des thérapeutes, qu'on va voir des médecins. Il y a de tout. Maintenant, on est béni. On est dans une époque où on a tout ce qu'il faut pour sortir de ces maux. Mais malheureusement, si on n'arrive pas à aller trouver le sens et le pourquoi, si on n'arrive pas à aller trouver le sens du bug, on va continuer à se soigner. Donc, on va tenter de comprendre les causes, mais tant qu'on est dans la tentative, ça veut dire qu'on n'a toujours pas trouvé, ça veut dire qu'on va continuer à tourner en rond dans ce fameux labyrinthe. Alors, quand on se soigne, on va voir le médecin, on va voir un thérapeute, on va supprimer les causes, surtout chez le médecin, on va supprimer les effets négatifs de ces causes, mais c'est comme mettre un sparadrap, ça ne va pas guérir la maladie. On supprime les conséquences. On va réparer, on va atténuer, on va diminuer les symptômes, on va enrayer la souffrance, on peut diminuer la douleur, mais le bug est toujours là. Et donc, on est dans la spirale, la spirale du soin en permanence. La guérison, par contre, on peut enfin rentrer sur ce chemin de guérison quand on a trouvé le sens et le pourquoi. Une fois qu'on a trouvé le sens et le pourquoi, on accepte plus facilement ce qui arrive. Et quand on accepte plus facilement ce qui arrive, on arrive à poser des actes qui sont en adéquation avec ce qu'on a
et on comprend ces actes et on sait pourquoi on va les poser, ces actes. Et donc, le chemin vers la guérison est beaucoup plus rapide et il est entamé. Et en général, les effets secondaires des médicaments, si on en prend, sont nettement moindres, tellement le pouvoir de la pensée intervient quand on est dans cette guérison et quand on a trouvé le sens. Donc guérir, c'est aussi permettre à la personne d'entendre ce qu'elle crie avec les mots et qu'elle ne peut pas crier avec des mots. Et j'aime beaucoup, beaucoup la vocation fondamentale de guérir, c'est de se responsabiliser à travers l'écoute du corps. Se responsabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans le soin, on n'a toujours pas été cherché, on n'a toujours pas peut-être accepté à 100%. On l'a peut-être accepté à 98, à 99, 99,9%, mais pas à 100%. Le fait qu'on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Alors, je sais que ça va peut-être grincer des dents parmi les auditrices et les auditeurs, mais on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Alors, ça veut dire quoi être responsable à 100%? Ça veut dire qu'on est responsable de comment on va gérer ce qui arrive. On est responsable de la perception. C'est là qu'on est responsable à 100%. Et puis on est responsable aussi de ce qu'on a semé. Si on a semé un chardon, on ne va pas récolter une rose. Donc, quand on récolte quelque chose, quand on récolte une maladie, c'est peut-être bien d'aller voir ce qu'on a semé avant. Et ça, c'est aussi le but. Avec le symbole, on peut aussi aller chercher. Donc, la maladie, le maladir, la maladie. La maladie, c'est un jeu de pistes. On se cherche et grâce à la maladie, on se trouve petit à petit. On arrive à résoudre des tas de choses petit à petit grâce à la maladie. Et bon, il y a différentes sortes de maladies, mais vous allez voir. Quand on est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter, il faut regarder et il faut observer. Le corps parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a complètement oublié, ou peut-être qu'on n'a jamais appris, que le corps s'écoute, le corps s'observe. Quand, par exemple, je pose des questions sur comment vous vous sentez le matin, est-ce que vous avez la langue pâteuse, est-ce que vous avez une haleine de bouc ou de chèvre, comme vous choisissez. Et puis, que j'ai des réponses du genre, bah oui, c'est normal, parce que j'ai gardé ma bouche fermée toute la nuit, donc je pense que c'est normal. Mais non, ça, par exemple, voilà, le corps a parlé, ce n'est pas normal. Donc, c'est arriver à la limite, faire une petite liste avec toutes sortes de symptômes. Et puis, le jour où vous allez voir, pas un médecin parce qu'ils ne sont pas formés à ce genre de choses, mais allez voir un naturo, un nutrithérapeute, un nutritionniste, et que vous arrivez à donner tous ces symptômes que le corps vous a donnés, eh bien, ce sera nettement plus facile pour, à un moment donné, comprendre ce qui se passe. Et puis, la fièvre, hyper, hyper importante, la fièvre. Alors, on dit dans la tradition des thérapies naturelles qu'une journée de fièvre, c'est 3 mois de psychanalyse. La fièvre, c'est vraiment la défense du corps. Et donc, c'est le premier moyen pour se débarrasser de la fièvre. Si on veut la faire tomber, il ne faut pas vraiment s'en débarrasser, il faut la faire tomber parce que c'est vrai qu'on ne peut pas aller au-delà de 39, 39,5. Ça devient dangereux à partir de là. Mais donc, c'est de prendre des bains tièdes et laisser refroidir l'eau et rester dans l'eau jusqu'à ce que l'eau refroidisse et la température va descendre. C'est beaucoup plus intéressant de faire ce genre de choses que de donner des molécules chimiques comme le paracétamol, comme l'ibuprofène, qui sont qui sont des toxiques pour le foie. Et c'est mieux de laisser la fièvre aller et de se débarrasser des mots et des mots MOTS. Alors, donc, la maladie. Comme je vous disais, il est important d'être malade parce que la maladie, c'est un peu notre veilleur. C'est elle c'est un peu comme sur un tableau électrique, c'est le disjoncteur. Donc, quand ça disjoncte, c'est que, voilà, il y a quelque chose qu'on n'arrive plus à gérer. Il faut bien comprendre que depuis toujours, nous n'existons qu'avec l'interaction avec l'extérieur. Quand il y a une coupure de communication avec l'extérieur, l'essence de vie est bloquée. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la maladie.
La maladie va nous servir à redonner du sens à ce qui se passe. Et redonner du sens, c'est aussi ce que vient faire le symbole. Et redonner du sens, c'est redonner de la vie. Donc, quand on est malade, c'est comme si à un moment donné, on avait une espèce de coupure. On est à un moment, on est dans la vie, puis c'est coupé, petite mort, on sort de la maladie, on redonne du sens, on retourne dans la vie. Donc, chaque maladie est un formatage. C'est comme si on allait chaque fois reformater notre disque dur. C'est hyper, hyper important. On est obligé d'être malade. On est tous des imparfaits. Nous sommes parfaits dans notre imperfection, on va dire. Donc, la maladie, bien évidemment, a beaucoup plus de risques d'arriver dans la vie des personnes qui vont en permanence dire oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'écoute d'elles-mêmes. Être capable de dire un oui franc ou un oui et, on rentre d'office dans la vie, on rentre dans l'écoute de soi, on rentre dans la vie et dans le yes. Donc le oui et ou le oui tout seul. Le oui tout seul, vous écoutez, puis vous dites oui. Point. Et rentrez dans le silence de ce oui. C'est hyper important quand on est malade. C'est observer, accepter, dire oui. Alors, il y a 5 types de maladies. La première est la maladie aiguë. Et la maladie aiguë, c'est celle qui va amener la solution en une fois. Et en général, elle est donnée par les microbes. Par exemple, quand les enfants, toutes les maladies d'enfants, eh bien, ce sont des maladies qui leur permettent de chaque fois passer un cap. Et quand j'étais petite, moi, je me rappelle qu'on nous disait de nous mettre tous ensemble, dès qu'il y en avait un qui avait la varicelle, la rougeole, machin, hop, en avant de là. Et on passait nos caps. C'était un peu chaque fois une forme d'initiation. La maladie chronique, eh bien, c'est ce que la maladie aiguë n'a pas réussi à résoudre. Donc, on rentre dans du continu jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, on arrive à trouver le pourquoi de ce qui arrive. Et en fonction de où ça va se placer dans le corps, de quel type de maladie, de quel type d'organe, quelle portion du corps est touchée, tout ça va venir nous donner des enseignements parce qu'il y a une symbolique, il y a un sens à tout ça. Il y a les maladies intermédiaires qui sont les plus embêtantes. Ce sont celles que la médecine allopathique n'arrive pas à résoudre. Elle rame avec toutes ces maladies. Et là, il y en a un paquet. Je vous en ai mis quelques-unes. Fibromyalgie, procrastination, parce que la procrastination est considérée comme une maladie, entre guillemets. Les insomnies, les migraines, les jambes sans repos, la dépression, le burn-out, les abcès, enfin, tout ça sont des maladies intermédiaires. Par exemple, les jambes sans repos, ça va peut-être venir nous dire je voudrais m'échapper, mais j'ose pas le dire. Les insomnies peuvent vouloir me dire est-ce que je suis dans la vie ou est-ce que je suis dans la mort? Est-ce que je suis heureuse d'être en vie? Ce sont des questions qui peuvent se poser. Et donc, au moins je suis conscient, au plus je suis dans des habitudes, au plus je suis dans des routines, au plus je suis dans des croyances limitantes, au plus j'ai ces trois aspects, donc au moins j'aurai de conscience, et bien au plus je vais faire des maladies. Après, il y a la maladie auto-immune. Là, c'est vraiment, on vient demander une profonde remise en question. Et de nouveau, remise en question de quoi? Est-ce que ça se passe dans les intestins? Est-ce que ça se passe sur la peau? Donc, tout ça, de nouveau, va venir donner des messages. Et là, ça vient nous demander aussi de nous retrouver face aux lois universelles et non pas face aux lois qu'on nous a introjectées. Les lois universelles, ce sont lesquelles? Eh bien, par exemple, c'est la loi de la polarité, c'est la loi de la dualité, la loi du je sème, je récolte. Tout ça sont des lois universelles. Celles-là, elles sont fondamentales. C'est se raccrocher à ces lois-là qui est fondamental. Toutes les lois qu'on nous a
donnés pendant l'enfance, pendant l'adolescence, même pendant notre vie d'adulte, et qui ne nous conviennent pas. Il est temps, à un moment donné, quand on est malade, c'est aller se poser des questions par rapport à ces lois-là. Est-ce qu'elles me conviennent? Si je suis malade, à quoi j'obéis qui ne m'appartient pas, qui ne me convient pas? C'est comme s'il y avait en moi un non-soi qui a été hérité ou pas. De nouveau, ça peut être dans cette vie-ci, mais ça peut être du transgénérationnel, ça peut venir de lignée. Et ça, il y a moyen de voir avec, soit vous avez quelqu'un qui fait de la généalogie dans votre famille, soit il y a des psychogénéalogistes et ça marche très bien. Et puis la dernière étape, dernier type de maladie, c'est le cancer. Et ça, c'est vraiment la dernière étape, c'est un arrêt de mort. Mais un arrêt de mort dans ma manière d'être. C'est où tu changes, ou tu vas mourir. Là, c'est vraiment, tu n'as plus le choix, quoi. C'est une partie de toi qui doit mourir, où tu découvres laquelle c'est, ou tu meurs. Ça, c'est vraiment le message du cancer. Et c'est pour ça que quand on voit des personnes qui sortent du cancer, qui sont guéries du cancer, et qu'on leur pose la question très souvent, alors en général, hein, très souvent, ce sont des personnes qui ont mis tous les moyens en œuvre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Alors, quand il y a le cancer, on va chercher dans toutes les méthodes qui sont mises à notre disposition. Et Dieu sait qu'il y en a à notre époque. Et qui ont accepté d'aller voir ce qu'elle n'est pas. Et puis, souvent, le cancer, c'est aussi un déni de la douleur du manque d'amour. C'est l'âme qui crie au secours et qui a besoin d'amour. Donc, c'est vraiment... et puis, le manque d'amour, et de nouveau, en fonction de l'organe qui est touché, on va avoir des messages. Alors, les 4 causes, les 4 aspects, ça, ces causes, ces aspects, elles sont évidemment individuelles. Ils appartiennent à chacun. Donc là, on va aller retrouver les causes de ces 4 aspects de la maladie. Donc, on a la cause physique, la cause émotionnelle, la cause symbolique et la cause spirituelle. Donc, nous avons une partie qui est identique à chacun de nous, évidemment, mais nous avons une grande partie qui est unique pour chacun de nous. Et c'est là qui est bien spécifique. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que moi, j'aime aller travailler. Parce que, évidemment, on ne va pas soigner Madame Juliette et Madame Caroline de la même façon, parce que ce sont 2 personnes différentes. Et c'est ça qui est hyper important de prendre en compte. Et puis, il y a le 5e aspect que je trouve qu'il ne faut pas négliger, c'est le vibratoire. Et on en parle de plus en plus, et les techniques énergétiques sont très puissantes là-dedans. Alors, dans l'aspect physique, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est tout ce qui concerne le corps, la matière et tous les dérèglements d'organes. Donc, ça, c'est l'organe qui parle, le corps parle, les 2 parlent, et il faut bien faire attention. Surtout, je vais vous donner par exemple le foie. Le foie est le seul organe du corps. C'est une merveilleuse machine. C'est vraiment le labo de détoxification le plus puissant qui existe au monde, tellement il gère de choses. Par contre, c'est un organe qui peut fonctionner très, 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 très longtemps, très, très, très intoxiqué, sans donner de marqueurs négatifs, ou positifs, ça dépend comment on le voit, dans le sang. Et donc, tant qu'on ne voit pas de marqueurs dans le sang, on se dit tout va bien. Or, il n'arrête pas de parler. C'est un organe qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, à travers des symptômes. Donc, si quelqu'un n'est pas habitué à s'occuper du foie et des intestins, parce que c'est le couple divin, c'est ce dont je me suis occupée pour me sortir des migraines. Il fallait s'occuper du foie et des intestins. Eh bien, on passe à côté de problèmes graves parce que les marqueurs arrivent très, très tard dans le sang. Donc, l'organe parle, le corps parle. Et la médecine allopathique, donc qui est la médecine classique, elle est extrêmement bonne pour tout ce qui est réparation dans l'aspect physique de la maladie. Par contre, on va arriver dans l'aspect émotionnel, là c'est une autre paire de manches. Donc ici dans l'aspect physique, on a le symptôme, comme disait Lacan, le symptôme est la part la plus vraie du patient. Donc, nous sommes tous imparfaits et faillibles, donc nous sommes tous des malades, entre guillemets, quelque part. Nous avons tous des
potentiel de maladie en nous puisque nous ne sommes pas parfaits. Et c'est déjà ça qu'il faut accepter. Et vous allez voir comment la maladie arrive. Alors, il y a l'aspect émotionnel aussi de la maladie. Eh bien, dans l'aspect émotionnel, ce sont toutes ces émotions, soit qu'on a nié, soit qu'on n'a pas voulu sortir, soit qu'on n'a pas pu sortir. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et le corps et tout l'émotionnel, bien souvent, vient dans ce qu'on appelle le deuxième cerveau, que je considère comme le premier, qui est nos intestins, qui sont nos tripes. Et quand vous regardez l'anagramme de tripes, c'est esprit. Donc, dans l'émotionnel, le monde des émotions, des perceptions, de notre environnement. Dans l'aspect émotionnel de la maladie, là, on se raconte des histoires pour exister. Et à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut juste dire, eh ben non. Eh ben, ma vieille, là, tu t'es bien plantée. Tu t'es raconté l'histoire de la super-héroïne et en fait, tu n'en es pas une du tout. Donc, tu vas revenir aux bases. On va nettoyer tout ça pour devenir la super-héroïne que tu as envie de devenir. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité de le faire. Et pour rentrer dans l'humilité, il faut se connecter à son cœur. Et c'est là qu'arrive l'aspect émotionnel. Dans l'aspect émotionnel, c'est bien souvent, quand je disais tout à l'heure que le cancer est une maladie d'amour, eh bien, dans l'aspect émotionnel, c'est vraiment, c'est ça, le cœur n'est pas connecté. On n'est pas connecté au cœur. On l'a tellement blindé au fil des années que on n'arrive plus à exprimer ce qui a exprimé. Donc, tout est modifié, les perceptions, l'environnement. Et la maladie vient vérifier l'état de nos croyances dans l'aspect émotionnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Où en sont mes croyances? Est-ce que je me la joue? Est-ce que mes croyances sont justes? Est-ce qu'elles sont limitantes ou est-ce qu'elles sont positives et portantes, je dirais? Et nous sommes malades de la mise en échec de nos croyances. Donc ça, c'est dans l'aspect émotionnel. Donc, beaucoup d'humilité. Et qui dit humilité, dit connexion au cœur. L'aspect symbolique, donc là, c'est ce que j'adore aller fouiller, je dirais. Et donc, dans chaque aspect qu'on voit, il y a bien évidemment des solutions. Donc, dans l'aspect physique, les solutions, eh bien, par exemple, on va aller faire une correction alimentaire ou de comportement alimentaire. Dans l'aspect émotionnel, on va aller gérer les émotions, gérer la colère, ou comment accepter la colère, comment gérer les peurs. Il y a le yoga du rire, donc il y a des tas de techniques pour gérer, il y a la respiration, donc il y a des solutions dans tous les aspects. Dans l'aspect symbolique de la maladie, il faut savoir qu'on émet et on reçoit des symboles en permanence. Ne fût-ce que par la façon dont nous sommes habillés, les bijoux que l'on porte, les couleurs que l'on va porter, les mimiques que l'on fait, tout ça va venir réveiller quelque chose ou pas, et c'est ça le principe du symbole. Donc, c'est le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Dans l'aspect symbolique, c'est tu n'accomplis pas ton mythe fondateur, par exemple. C'est-à-dire ce qui est essentiel pour nous. Et là, je vais vous raconter quelque chose qui me concerne. Mon mythe fondateur, donc j'ai un outil pour calculer ce qu'on appelle le mythogramme, construire le mythogramme de chacun. Et mon mythe fondateur est le mythe de Tirésias. Et Tirésias est un devin grec à qui on a ôté la vue. Parce que Héra n'était pas contente, elle lui a ôté la vue, la déesse. Et en échange, elle lui a donné le don de la langue des oiseaux. Depuis toujours, depuis petite, j'ai la hantise de devenir aveugle et je ne sais pas d'où ça vient puisqu'il n'y a personne d'aveugle dans la famille. Je découvre donc mon mythe Tirésias, je dis tiens, ok, d'où vient voilà peut-être ma peur de devenir aveugle. Et il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans, on a détecté une maladie génétique. J'ai déclenché une maladie génétique qui s'appelle la cornea guttata, c'est très joli comme nom, et je perds la vue.
Donc, c'est c'est une partie de la cornée. Au lieu d'avoir du verre transparent, comme un carreau de verre transparent, eh bien, il devient petit à petit grumeleux. Alors là, je vous vois très bien, hein, j'ai rien, voilà. Donc, au pire, on pourra me faire une greffe de cornée, semble-t-il. Enfin, voilà. Et donc, j'ai déclenché cette maladie par mes comportements de vie, jusqu'où je ne voulais pas voir ce que j'avais à voir, jusqu'où je ne voulais pas incarner ma mission de vie. Et j'ai eu des messages, j'ai eu des injonctions tout au long de ma vie que je n'ai pas écoutées. Et à un moment donné, entre guillemets, comme je dis, l'univers arrive et dit: «OK, tu m'as pas écouté ma petite chérie, maintenant je t'envoie la grosse artillerie». Et voilà. Donc quand je dis ça, là, on est dans l'aspect symbolique. Donc très vite, je l'ai décodé, j'ai fait le rapport et compagnie et j'ai stabilisé, semble-t-il. Je suis checkée régulièrement et donc j'ai stabilisé. Donc on verra, je croise les doigts. Alors l'aspect symbolique, c'est aussi pas assez d'enthousiasme dans sa vie. En théo, c'est veut dire entrer en contact avec la dimension divine. À quel point est-ce qu'on est en contact avec l'inexpliqué, avec le divin qui est en nous, avec le divin qui est à l'extérieur. La nature, elle est juste parfaite, elle est divine. À quel point vous êtes connecté? C'est à quel point on est connecté à sa flamme divine. Et donc, les symboles vont nous aider à nous contacter à tout ce qui est vivant. Et c'est ça qui est magnifique avec le symbole. Parce qu'avec le symbole, on oublie la tête. Il n'y a plus de tête, c'est direct. On ne passe plus par la raison, on va directement dans le ressenti. L'animal s'exprime par la biologie et l'âme s'exprime par les symboles. Et puis le dernier aspect, donc je vous avais dit il y en avait 4, physique, émotionnel, symbolique et spirituel ou initiatique. Et là, dans cet aspect, encore plus que dans les autres, on demande vraiment un lâcher-prise total. Parce que là, il se passe quelque chose, ok, j'ai fait tout ce qui passait, mais maintenant, tu as vécu tout ce qu'il fallait vivre, maintenant, il est temps que tu t'ouvres totalement, que tu lâches et que tu acceptes et que tu te relies totalement à ce qui est plus grand que toi. Et c'est l'humilité, le lâcher-prise total, c'est l'humilité totale. On est tout petit et on est juste un humain parmi les humains. La maladie avec une cause spirituelle est là pour m'ouvrir à plus de conscience et plus de justesse encore. Et là, on est vraiment avec les mythes de vie. Donc, le symptôme donne une vérité du corps. La maladie dit la vérité et l'organe va parler. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus. Nous habitons notre corps avant de le penser. Notre corps a ainsi une avance considérable. Et c'est pour ça qu'il faut l'écouter en permanence. Alors, quand je dis que les causes, où est-ce qu'on va aller chercher les causes? C'est moi qui ai créé ma maladie, la maladie auto-immune, la cornéa gottata, dont je souffre aux yeux. Et comment ça s'est passé? L'épigénétique, c'est l'expression de gènes dits poubelles selon le mode de vie. Quand j'étais à l'école, que j'ai appris la biologie à l'école et puis que j'étais en biologie, en master biologie, donc il y a 30 ans de ça, 40 ans. Oui, j'ai 60 ans cette année, donc il y a un petit temps. On nous a appris que nous avions 2% d'ADN codant et 98% d'ADN dit poubelle. Or, la nature ne fait pas les choses à moitié. Tout est parfait dans la nature. Des ADN poubelles, ça ne peut pas exister. Et à un moment donné, les scientifiques se sont posé la question, se sont dit, mais ADN poubelle, la nature fait tellement bien les choses, c'est pas possible, ils ont cherché. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces 98% d'ADN poubelle? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Dans ces 98% se trouve une multitude de gènes donc, et de maladies en sommeil. Nous sommes porteurs de maladies, qu'on dit génétique ou pas. Quand on dit oui, mais c'est la génétique. Mais la génétique, elle est là pour un petit pourcent. Et comment est-ce qu'on va aller l'exprimer? Eh bien, c'est nous par notre comportement
comportement de vie, nous allons exprimer ou pas ces maladies qui sont en dormance dans ces 98%. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec la cornea guttata. Et donc, dans ce système, il y a 7 nutritions. Chaque branche représente une nutrition. Et donc, en développant, en étant en équilibre, tout va bien. Mais dès le moment où elle est déséquilibrée, où les branches ne sont pas en équilibre, eh bien, on est capable d'exprimer des maladies. Donc, la première branche, c'est l'alimentation, ou le E de énergie, premier E de énergie qui représente l'essence. Donc, dans l'alimentation, on va aller chercher l'essence de l'aliment, donc le fondamental de l'aliment qui va devenir notre essence quelque part. La deuxième nutrition, c'est la nutrition professionnelle. Le N de énergie, c'est le nomadisme, puisqu'on est de plus en plus nomade dans notre travail, et je le recommande, c'est de pouvoir travailler n'importe où de chez soi, dans le monde, et voilà, on est obligé, voilà ce qui se passe par la force des choses, et bien là, on travaille quelque part. La nutrition comportementale, deuxième E de énergie, visez toujours l'excellence dans vos comportements. La nutrition sociale, comment vous comportez-vous dans vos relations, dans votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, avec les gens dans la rue, avec les marchands, enfin voilà. La nutrition émotionnelle, le cœur, à quel point êtes-vous généreux, la générosité, avec vous, avec les autres, le G de énergie. La nutrition spirituelle, à quel point vous occupez de votre intériorité, et puis êtes-vous connecté avec déjà la nature, aller se promener en forêt, parler aux arbres, se connecter avec les animaux, tout ça c'est aussi une forme de spiritualité, ça n'est pas forcément la religion. Et puis la nutrition physique qui parle pour elle-même. Alors, dans chacune des nutritions, je vais vous donner un ou deux exemples et on va passer en revue, mais évidemment, il y en a bien plus que ça. Donc, ça, c'est un graphe que j'aime beaucoup pour vous montrer l'évolution depuis les chasseurs-cueilleurs jusque maintenant. Vous voyez à quel point la pauvreté nutritionnelle s'est installée, c'est le gris, c'est la barre grise. Les aliments que nous mangeons ont une pauvreté nutritionnelle, je veux dire, catastrophique par rapport à nos ancêtres. Les calories, c'est ce qui est en orange, et l'activité physique est en bleu. Donc, vous voyez pourquoi toutes ces maladies arrivent. On a un mode de vie vraiment délétère. On est ce qu'on mange, fameux tableau de Arcimboldo, magnifique. Et en alimentation, dans la nutrition 1, l'alimentation, ça c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'on appelle les AUT, les aliments ultra transformés. Et j'aime beaucoup quand le dessin, non, il n'est pas malade, il a juste lu la liste des ingrédients. Et en effet, c'est à la liste des ingrédients qu'on peut déterminer ce qu'est un aliment ultra transformé. Dès le moment où il y a plus que 5 ingrédients, on est dans un aliment ultra transformé. Par exemple, une sardine, la sardine est l'aliment entier. La boîte avec la sardine dedans, c'est un aliment transformé. Et la rillette, je dirais, de sardine, ou le pâté de sardine, là, on est dans un aliment ultra transformé. Alors, on m'a posé la question, est-ce que si je le fais moi-même, c'est ultra transformé? Non, parce que chez vous, vous allez contrôler ce que vous allez mettre dans votre rillette quelque part, la quantité de sel, la quantité d'huile, enfin voilà. Ici, vous avez des œufs, vous avez du sucre, vous avez du sel, vous avez des fibres de pois dans le hachis parmentier, on se demande pourquoi, enfin voilà, on a toutes sortes. Donc ça, c'est ultra transformé, et maintenant, les études sont suffisamment nombreuses pour nous démontrer qu'elles sont à l'origine de nombreuses maladies. Alors, en alimentation, pourquoi je le mets là? Vous allez bien comprendre tout de suite. Il y a une découverte qui a été faite il y a 30 ans, qui pour moi est la découverte du XXe siècle et qui est fondamentale. C'est la découverte du système endocannabinoïde qui est présent chez tous les animaux sur Terre. Nous sommes un animal, donc c'est présent chez nous. Ce système endocannabinoïde, comme le dit le nom, endo, ça veut dire interne, cannabinoïde, nous fabriquons nos propres cannabinoïdes. Lorsqu'une maman allaite son enfant, dans le lait maternel, il y a des cannabinoïdes. Pourquoi c'est si important? Ce système est d'une
est fondamental parce que c'est le grand Manitou. C'est lui qui va gérer tous les systèmes de votre corps, y compris le système immunitaire qui est super important pour l'instant. Il les gère tous. C'est lui qui assure l'équilibre du corps. Donc, c'est fondamental. Le système endocannabinoïde ne va pas bien, les autres systèmes ne vont pas non plus. Et c'est ce qui expliquerait que toutes ces maladies soient chroniques et récurrentes, qu'on n'arrive pas à soigner parce que le système endocannabinoïde ne va pas bien, il ne produit plus suffisamment de cannabinoïdes ou ils ne sont pas de bonne qualité à cause de la pauvreté nutritionnelle de nos aliments, à cause du stress, à cause des comportements délétères. Et donc, tout comme il y a des phytoœstrogènes dans le soja, eh bien, il y a des phytocannabinoïdes dans le chanvre, dont le cannabidiol, le fameux CBD, qui vient nourrir notre propre système endocannabinoïde. Et c'est pour ça que je le mets dans l'alimentation, parce que ça vient du chanvre qui est un aliment. Et donc, il est hyper important de le nourrir, ce système. Alors, dans la nutrition professionnelle, il y a deux choses que j'aime beaucoup, qui sont la passion. On dit, bah oui, il faut être passionné quand on travaille. Mais quand on entend le mot passion, ça ça vient du mot en latin ou en grec, je ne sais plus, qui parle de feu. On n'a pas envie d'être en feu quand on travaille. Et donc, la passion, oui, avoir la passion, mais la transmuter en compétence. Et le why, oui, mais il faut le trouver. Pourquoi? Donc, la compétence, c'est différent du talent. Le talent, c'est inné. Et la compétence, ce sont des choses qu'on acquiert au fil de la vie. Par exemple, une de mes passions, c'est la photo. Eh bien, j'ai développé des compétences pour faire les photos que j'ai envie de faire et que je peux proposer en exposition. Le talent, c'est quelque chose qui est inné. J'ai cherché longtemps quel était mon talent. Je n'arrivais pas à voir. On me dit souvent, oui, mais c'est quelque chose que tu aimais bien faire toute petite et qu'on n'a jamais dû t'apprendre. J'ai cherché, et puis j'ai découvert, je dis, mais oui, petite, ah ben oui, mais en fait, depuis toute jeune, depuis que je suis à l'école, j'adore expliquer les choses, les exercices, les leçons que mes petits copains, mes petites copines ne comprenaient pas à l'école. Voilà, donc ça, c'était mon talent, expliquer, simplifier, clarifier, de manière à ce que l'autre comprenne. Donc, développer des compétences et aller chercher son talent. Et pourquoi? Parce que on a besoin de ça pour trouver son pourquoi, et je mets le pourquoi en deux mots, c'est-à-dire son why, quelle est ma mission sur Terre, quel est mon why, qu'est-ce qui va me driver, qu'est-ce qui va me tirer vers l'avant. Et que les Japonais ont inventé ce qu'on appelle l'ikigai, et c'est hyper génial, avec 4 questions. Qu'est-ce que j'adore faire? De quoi le monde a besoin? Avec quoi je pourrais être payé? Et quels sont mes talents? Et l'intersection des 4, on trouve sa mission de vie. Donc, on fait des petites listes, tac, 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 et on trouve. Dans la nutrition comportementale, il y a une chose qui est très, 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 très difficile à faire, c'est le changement. Et le changement, c'est comme un iceberg. On a envie de changer, c'est la petite partie supérieure, mais en dessous, il y a toutes les forces qui nous tirent vers l'arrière en disant « Ouais, va pas là-bas, tu sais pas ce qui t'attend, ici tu étais bien, tu étais dans ta zone de confort inconfortable, mais au moins tu savais ce que tu avais. » Et vous avez envie d'aller là-bas parce que ras-le-bol, parce que vous êtes arrivé là, parce que les préjudices sont devenus bien plus importants que les bénéfices. Et donc ça, si on n'est pas accompagné, c'est très compliqué parce qu'il y a non seulement toutes les croyances et les habitudes qui vous tirent en arrière, mais il y a aussi tout l'entourage qui ne comprend pas. Oui, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne te reconnaît pas et pourquoi tu veux faire ci? Et ça, c'est hyper, hyper difficile. Donc là, il faut vraiment être accompagné. Et combien de personnes ont fait marche arrière? Et ça, c'est aussi un motif de déclenchement de maladie. C'est qu'on n'a pas osé ou qu'on n'a pas pu être soi. On a senti qu'il fallait faire quelque chose et puis au dernier moment, on ne l'a pas fait. Et donc, dans la nutrition comportementale, quand je dis qu'il faut viser l'excellence, il y a le fameux triangle de l'expression entre le penser, le dire et le faire. Et donc, quand on arrive dans cette congruence des trois, c'est très difficile, hein, c'est une discipline de tous les jours. Et de nouveau,
Là aussi, il y a des expressions de la maladie qui peut arriver, notamment tout ce qui est dans l'expression, c'est la gorge. Donc, peut-être dans les problèmes de thyroïde, on va aller voir comment est-ce qu'on s'exprime en disant je pense ce que je dis, je pense ce que je fais. Je dis ce que je pense, je dis ce que je fais. Et je fais ce que je pense et je fais ce que je dis. Très, très compliqué. Mais c'est un challenge intéressant à relever. Dans la nutrition sociale, qui est la 4, il y a entre les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Les réseaux sociaux et le bouche à oreille, il faut faire attention. Parce qu'à travers tous ces réseaux sociaux et ce bouche à oreille, on transmet des tas d'informations non-stop. Et là, je le vois depuis l'apparition du corona, ça n'arrête pas. Je suis envahie, je ne regarde plus. J'ai pris la décision de ne plus répondre à tout ça parce que c'est vraiment très, très compliqué. Et surtout, parce que la plupart de ce qui arrive n'est pas passé par les fameux 3 tamis de Socrate. Et j'adore les 3 tamis de Socrate. C'est quelqu'un qui va voir Socrate et qui vient lui raconter quelque chose en disant, voilà, j'ai quelque chose à dire à propos de ton ami. Et Socrate l'arrête en lui disant, attends, est-ce que tu l'as d'abord passé à travers le premier tamis, ce que tu as appris? Alors, il dit, c'est quoi le premier tamis? Ben, c'est le tamis de la vérité. Ce que tu vas me dire, est-ce que c'est vrai? Ah, je ne sais pas. Alors, on va voir si tu as passé à travers le deuxième tamis. Et le deuxième tamis, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va me faire du bien, ce que tu vas me dire? Non, pas vraiment. Alors, on va aller voir si éventuellement tu as quand même un tamis qui fonctionne, qui est le troisième. Est-ce que ça va être utile pour moi? Ça peut être utile, mais j'en suis pas convaincue. Alors, je préfère ne pas l'entendre et tu ferais bien de l'oublier. Voilà, avant d'aller colporter des choses, avant de raconter des choses, c'est très important de se rappeler ces petites 3 tamis, la vérité, la bonté, l'utilité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour moi? Et est-ce que ça va m'être utile? Sinon, j'en veux pas, je veux pas le savoir. Et le phubbing, alors le phubbing, ben le phubbing dans la nutrition sociale, c'est une calamité. Parce que nous n'avons plus de relations sociales avec le phubbing. Le phubbing, c'est ça, c'est être en permanence sur ces écrans, que ce soit sur les ordinateurs ou sur le téléphone, et en famille. Et combien de fois je vois au restaurant, enfin je voyais pour l'instant, on ne voit plus. On est à 4 et à 4 sur son smartphone et on envoie des SMS, on se fait des selfies, machin. Et donc, ça tue la relation sociale. Et pourquoi c'est important? Mais c'est important de communiquer, c'est important de maintenir le lien. Là, c'est un lien virtuel, on n'est pas dans le lien de chair, je dirais. Donc, on est biaisé. C'est comme dans l'aliment ultra transformé, le corps ne le reconnaît pas, c'est biaisé, on n'est plus dans l'aliment dans son entièreté, le vrai. Eh bien, dans la relation, c'est du biaisé. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut encore se positionner comme être humain? Rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début. Nous n'avons d'existence que par interaction avec l'extérieur. Mais là, on interagit à travers une machine. On n'interagit plus avec l'humain. Donc, c'est pour ça que quand je propose des jeûnes, non seulement alimentaires, je propose aussi des jeûnes technologiques. Et je peux vous dire que ça provoque les mêmes symptômes qu'un jeûne alimentaire. Je vous suggère d'essayer de commencer par une journée. Vous allez voir les effets. Dans la 5e nutrition, c'est l'émotionnel. Le burn-out, comment vient le burn-out? Il y a arrive une émotion, arrive quelque chose au boulot qui ne va pas. Sur l'émotion, on va mettre une pensée. Dès le moment où une pensée vient se mettre sur l'émotion, ça devient un sentiment et on va développer un comportement. Le burn-out va se développer au plus nous allons mettre des pensées négatives sur ce qui arrive. Votre patron vient vous engueuler. Vous avez 2 solutions. La première, c'est de mal le prendre et puis de mettre la pensée: «C'est un con, j'en ai marre, c'est un boulot de merde, je veux plus tout ça». Ou
moi je sais ce que je vaux, ça c'est ce que vous pensez. Vous le laissez parler, vous laissez passer au-dessus de votre tête. Et puis quand il a terminé, vous repartez dans votre travail parce que vous savez pourquoi vous êtes dans votre travail, pourquoi vous le faites et vous savez qui vous êtes. Il y a une grande différence entre ces deux comportements et quelqu'un qui va aller vers le burn-out aura plus tendance à être dans le premier que dans le second. C'est aller mettre des pensées négatives sur une émotion et ça va devenir un sentiment négatif qui va provoquer un comportement négatif. Et ce comportement négatif va vous épuiser à la longue et c'est ce qu'on appelle au final le burn-out. Et donc, quand arrive une émotion négative, une des choses fondamentales à faire qu'on a complètement oublié, c'est de respirer, mais avec le ventre, comme les bébés, et aller pousser sur ce fameux diaphragme qui est l'endroit où on va s'ouvrir entre le haut et le bas. Respirer, c'est pour ça que c'est si important aussi le yoga du rire, il nous aide à faire tout ça. Dans la nutrition spirituelle, j'aime beaucoup le kintsugi, et qui est l'art de transmettre alors en symbolique les blessures avec de l'or. Le kintsugi, c'est un art japonais qui, comme vous le voyez, répare les poteries, mais avec de l'or. Et donc, une poterie qui était à la base noire, cassée, on se dit, bon, ben c'est fini. Et quand on dit un vase cassé ne sera plus jamais le même, forcément, ne sera plus jamais le même. Mais il peut devenir magnifique avec ses zébrures en or. Eh bien, en symbolique, c'est l'art de transmuter les blessures, les maladies en l'or. Et c'est transformer une santé de plomb en santé en or. Et c'est ça l'utilité aussi du symbole. C'est d'aller chercher comment on peut faire pour transmuter cette santé de plomb en santé en or. Et puis la nutrition physique, je fais la différence entre une activité physique et le sport, parce que l'activité physique, c'est tout simplement marcher suffisamment longtemps. Mais pourquoi c'est important dans les deux cas? C'est qu'on va déclencher la sécrétion de la sérotonine. Et la sérotonine, comme vous le savez, c'est l'hormone du bonheur. Et puis surtout, avec l'activité physique, on dort mieux, on entretient son système digestif, on entretient ses muscles, on entretient ses os, donc c'est hyper important. Ne fût-ce que marcher. Donc, vous avez vu là, on a vu qu'il y avait plusieurs types de maladies, qu'il y a 4 causes aux maladies et qu'on peut aller voir à travers les 7 nutritions. C'est à rechercher dans les causes physiques, émotionnelles, spirituelles et symboliques. Alors, le symbole, pourquoi c'est utile? Parce que le symbole s'inscrit dans une démarche de croissance. Le symbole, il a une signification, je dirais, unique à chacun et en même temps, on peut avoir une signification, commune comme par exemple l'ermite. L'ermite, tout le monde va pas quand on va vous parler de l'ermite, qu'est-ce que vous voyez? Très souvent, on voit le vieux monsieur, dans sa grotte, perdu tout seul, c'est une image, dans la montagne ou dans la forêt, c'est une image tout le monde va penser à une image pareille. Et puis, il peut y avoir une dimension totalement personnelle qui peut ramener à une rencontre que vous avez eue avec un ermite. Donc, en fonction de votre vécu, le symbole va venir vous parler de quelque chose de bien spécifique et ça va être immédiat. Vous allez voir comment. Alors, d'où vient ce mot symbole en fait? Le symbolon, c'est un mot grec et c'était surtout un objet. Et donc, c'est un objet qu'on coupait en deux. Ça pouvait être en céramique, ça pouvait être en bois, ça pouvait être en pierre. Et il venait témoigner, par exemple, d'un lien familial, d'un contrat entre deux personnes ou d'une dette. Et puis, les personnes se séparent. Et le jour où elles se retrouvent, et surtout le jour où les deux objets sont remis ensemble, eh bien, ça peut venir témoigner justement de ce lien familial qui perdure et qui est transmis de génération en génération. Ça peut venir témoigner d'une hospitalité qu'on offre
Et puis, ça peut venir témoigner d'un contrat qui est terminé. Et donc, ça fait parler de la notion de lien, d'union. Ça fait le lien, ça jette le pont entre deux mondes, entre deux choses, deux réalités. Eh bien, le symbole, c'est ça. C'est de réparer ce qui est brisé. Le symbole va venir parler directement à notre inconscient, notre boss, les fameux 90% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sans passer par la tête, on va directement dans les 90%. Et donc, là où le symbole apparaît, là où manque le symbole, apparaît le symptôme. Et c'est de ce constat qu'est née la psychanalyse. Et on s'est basé là-dessus. Donc, inscrire du symbolique dans sa vie, c'est sortir de la fatalité du symptôme. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que du vécu. Mais il faut aller le chercher. En nous tirant vers le haut, le symbole vide le symptôme de sa substance et il peut y avoir une guérison. Donc, le symbole a des propriétés thérapeutiques, évidemment, mais il faut que la démarche soit active, personnelle et consciente, parce que, comme je l'expliquais, c'est totalement personnel. Il est polysémantique, ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs significations. Et je ne sais pas si tout le monde connaît là les taches de Rorschach, le test de Rorschach. Rorschach est un docteur qui a fait des tests avec des taches d'encre. Et il montrait ces tâches à ses patients. Eh bien, c'est le principe de la photo, c'est le principe des images, c'est de toutes les images. Vous pouvez montrer la même image à 10 personnes différentes. Eh bien, ces 10 personnes, si vous leur demandez le ressenti en regardant l'image, elles vont toutes vous dire quelque chose de différent, ou en tout cas la plupart. Parce que c'est quelque chose qui est dans l'inconscient, soit qui a été refoulé, soit qui vient d'avant. Et tout à coup, paf, rien qu'en voyant l'image, ça remonte à la conscience. Et remonter à la conscience, on remet du sens. C'est le principe de la synchronicité dont Carl Jung a parlé. Ce sont deux choses qui se rencontrent et qui n'avaient pas lieu de se rencontrer au départ. Freud a dit si l'esprit ne symbolise pas, il somatise. Dans la démarche scientifique, on divise, on compare. Mais dans la démarche symbolique, c'est l'union. Et on va parler d'unicité. On va tendre vers l'unicité puisque nous sommes tous uniques. Donc le symbole va venir nous parler de façon unique. Et dans les outils, le plus bel outil de l'univers des symboles qui existe depuis, on n'arrive pas à le dater parce que ça remonte très loin, c'est le tarot. L'imagerie du tarot, elle est extraordinaire. C'est un outil de développement personnel extraordinaire, mais il faut savoir l'utiliser. Et c'est une image. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on utilise les symboles en thérapie, c'est le ressenti qui est important. Donc, quand la personne va voir une image ou autre chose, il y a d'autres choses qui interviennent, c'est son ressenti qui est important. C'est arriver à un moment donné, faire le silence, faire la paix, regarder l'image et immédiatement dire waouh, là je suis partie là, ou waouh, ça me rappelle ça. Ah zut, ça je n'aime pas parce que immédiatement. Et puis on part à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut à ce moment-là continuer dans la thérapie avec le symbole? Eh bien, dès le moment où la personne est allée dans son ressenti, on peut poser des questions à partir de ce ressenti. Et c'est comme ça qu'on va aller en entonnoir jusqu'au sens et au pourquoi de ce qui est arrivé. Et donc, décoder avec le symbole, c'est mettre en lumière le ressenti. Ah, voilà un symbole extrêmement utilisé. Tout le monde, on l'appelle Nike, mais en fait, c'est Nike. C'était une déesse et qui représentait la vitesse, l'ardeur, la force et la puissance. Et Nike n'a pas choisi ce symbole par hasard. Si vous regardez dans l'aile, vous avez le symbole de Nike qui est inversé. Tous les grands, que ce soit les marques de voitures et compagnie, ils ont choisi des symboles qui veulent tous dire quelque chose. C'est ça un symbole. Donc l'important, bien, en fait, c'est d'essayer de plonger dans ses ombres. Il y a une faute d'orthographe. C'est de plonger dans ses ombres pour trouver son fil d'Ariane, parce que dans ce labyrinthe, eh bien, on y est.
Mais comment est-ce qu'on va en sortir? Il y a plusieurs fils et qu'il faut trouver le bon fil pour arriver au cœur, pour arriver à son cœur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuner son fil, comme on tune le tuning des voitures. Donc, on va tuner son fil. Chacun a son fil d'Ariane. Chacun doit trouver son propre fil d'Ariane pour sortir de son labyrinthe. C'est fondamental pour, à un moment donné, rentrer dans la guérison. Et rentrer dans la guérison, c'est retrouver la liberté. Et il ne faut pas oublier l'importance du lien. C'est un système, on touche à une branche, tout le système bouge. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut agir sur une branche en particulier et toutes les autres vont réagir grâce à cette branche. Par exemple, je vais aller jouer sur l'alimentation et le comportement alimentaire. Eh bien, en mangeant correctement, je vais arriver à mieux gérer mes émotions, à pouvoir faire de l'activité physique de manière plus régulière. Je serai moins malade, donc je pourrais aller au boulot et ne plus être en arrêt maladie. Enfin voilà, on peut agir de différentes façons sur toutes les branches. Et l'importance du lien, c'est aussi bien dans l'alimentation. Quand je vous ai parlé des aliments ultra transformés, on a démantibulé complètement l'aliment pour en refaire des aliments qui n'en sont pas. Et l'aliment, c'est comme notre corps humain. Nous n'avons d'existence que dans l'entièreté avec le lien. C'est comme un puzzle. Un puzzle auquel on a enlevé une pièce, le puzzle n'existe plus. Il n'a plus d'existence. Eh bien, l'aliment, c'est pareil. Garder l'aliment dans son entièreté, c'est permettre à l'effet entourage, c'est-à-dire à la matrice de fonctionner dans son entièreté. La vitamine C, le calcium du persil vont fonctionner correctement ensemble plutôt que séparément, qu'on les a isolés, qu'on les prend un cachet de calcium, un cachet de vitamine C. Eh bien, c'est la même chose dans le corps humain, c'est de prendre le corps humain dans sa totalité, dans sa globalité, dans son lien, garder le lien de tous ces organes, tous ensemble, pour aller chercher le bug et tout corriger en gardant ce lien. Et le principal dans tout ça, eh bien, c'est l'amour. L'homme, c'est un animal avec une âme. Et le tout est lié par l'amour. L'amour est au cœur de la vie, l'amour est au cœur de la maladie, et l'amour est au cœur de la guérison. L'humain, c'est du monde condensé. Soigner l'humain, c'est soigner le monde. Voilà, j'ai fini, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour tous ces apprentissages. J'ai eu beaucoup de commentaires extrêmement positifs et intéressants sur le Super. chat. J'ai été extrêmement intéressée par tout ce que tu nous as raconté. Avant de répondre à vos questions, j'ai envie de t'inviter à nous parler un petit peu des 2 prochains ateliers que tu vas animer sur l'Académie de la Nouvelle Vie, sur lesquels on va aller un petit peu plus loin. Oui. Donc le premier sera le 2 avril à 20h30 et il sera question du symbole au secours des addictions alimentaires. Saviez-vous que les addictions alimentaires ou au contraire les allergies ou dégoûts en révèlent beaucoup sur les personnalités? Et le deuxième atelier qui sera le mardi 21 avril, toujours à 20h30, sera sur la thématique des migraines. Au revoir les migraines. Je vais vous mettre les informations et le lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer si vous souhaitez en savoir plus et vous y inscrire. Ce sont de toute façon des ateliers qui seront proposés en replay. Donc, bon, si vous avez la possibilité de vous connecter le jour J pour poser des questions en direct à Sophie, effectivement, c'est chouette. Si c'est pas possible, de toute façon, les ateliers restent disponibles en replay. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là, Sophie? Alors, avec plaisir. Ouais. Le premier atelier, donc je vais vous parler des addictions, des allergies, des dégoûts alimentaires qui viennent tous vous parler de votre personnalité. Parce que chaque aliment a une connotation énergétique symbolique très forte. Et je vais en particulier parler du sucre, du sel et du lait,
voilà, qui ont beaucoup à nous dire sur nos personnalités, les addictions au sucre, les addictions aux produits laitiers, il y en a beaucoup au sel avec tout ce qui est les chips, les snacks et compagnie. Et donc, vous allez découvrir des choses qui vont peut-être pas vous plaire, mais qui permettent d'avancer sur le chemin vers soi. Et ça, et le deuxième atelier, c'est un atelier sur les migraines, mais que je vais vous proposer en passant justement au travers des 4 aspects. Les 4 Oh. aspects qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, on va aller prendre. J'ai décidé de prendre la migraine puisque je la connais bien quand même. Et puis surtout parce que malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont migraineuses et que j'ai envie de les aider comme moi, on m'a aidé. Et donc, on va passer la migraine en revue à travers ces 4 aspects. Ah, c'est chouette, c'est super Voilà, voilà. intéressant. Je vais commencer à inviter Sophie à répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions au cours de nos échanges, rajoutez-les dans les chats, on va le prendre dans l'ordre. Il y a eu plusieurs, alors je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à toutes les questions particulières, plusieurs personnes qui nous ont demandé un petit peu d'informations sur leur cas à eux. Pourriez-vous, hors de la maladie, lorsqu'on chute d'un escalier, nous dire ce que cela veut dire, par exemple, demande Marie-France. Est-ce que sur des accidents comme ça, on peut aussi travailler sur la symbolique ou pas? Bien sûr, oui, oui, oui. C'est un des membres inférieurs qui est touché, que ce soit la jambe, que ce soit le pied. C'est juste se poser, peut-être, hein, c'est une piste, se poser la question pourquoi est-ce que je suis mise à l'arrêt? Qu'est-ce que je ne peux plus faire dans ma vie? Sur quoi je dois me pencher? Est-ce que j'ai un changement à faire que je n'ose pas? Est-ce que c'est une invitation à me poser pour réfléchir à quelque chose que j'avais envie de faire et que j'ai toujours pas eu le temps ou voilà. Voilà, ça, ce sont différentes pistes. Ok, je te remercie. Une remarque, Stéphane qui nous dit: «Mal à dire peut aussi s'utiliser avec la langue française. Le jeu de mots n'est pas applicable en langue allemande ou anglaise, mais il y a On est quand bien même un d'accord. sens étymologique qui est derrière». Marie-Hélène qui nous dit qu'observer les enfants, c'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup. Ils sont restés très connectés à leur corps. Ça t'arrive, Oui. toi, d'avoir des demandes ou des observations particulières par rapport aux enfants ou pas? Non. Non, non, non. D'accord. Non, non, j'ai la plus jeune qui est venue me voir, c'était une jeune fille anorexique de 18 ans. D'accord, OK, Mm. OK. Danielle qui nous dit qu'elle a eu un grave accident de voiture avec des lésions neurologiques qui, se réaggravent depuis 8 ans environ et qui ne comprend pas pourquoi. Là aussi, peut-être des cas particuliers sur lesquels il va être, difficile de faire des généralités. Oui, oui, oui. On peut pas, comme on peut pas traiter une même maladie de la même façon, étant donné qu'on a tous un passé différent. On peut tous avoir, par exemple, je vais prendre de nouveau la migraine, hein. On peut tous avoir le même type de migraine, mais qu'on va les soigner de façon totalement différente parce que c'est complètement lié au passé et voilà, à notre vécu, à notre expérience. Eh bien, mais il y a peut-être une dimension alimentaire. Il faudrait peut-être aller voir au niveau des neurotransmetteurs, faire un bilan des neurotransmetteurs, bilan urinaire des neurotransmetteurs. OK, merci. Stéphane qui nous pose une question. Tu as dit tout à l'heure, que, 1 journée de fièvre équivalait à, 3 3 mois de mois de psychanalyse. psychanalyse, et qui demande: «Je n'ai jamais fait de fièvre, donc je n'ai pas besoin de psychanalyse». Oui, bah voilà, c'est qui va bien. Non, non, mais bon, voilà, c'est une façon de parler pour dire que vraiment la fièvre, elle est bienvenue. Faut la laisser faire jusqu'à un D'accord. certain point, comme je précisais évidemment, hein, mais oui. Ça marche. 2 personnes qui nous demandent des explications pour l'apnée du sommeil. Là non plus, je ne sais pas si tu vas pouvoir beaucoup généraliser ou si tu peux donner quelques pistes par rapport à ça? Oui, mais l'apnée du sommeil, c'est vraiment, c'est un peu comme les insomnies, c'est vraiment, mais surtout l'apnée, là, c'est vrai. Donc l'apnée, ben, on arrête de respirer. Donc Mmh. on peut se poser la question, quel est le seul moment dans la vie où on ne respire plus? C'est quand on est mort. Donc en apnée du sommeil,
la première question qu'il est judicieux de se poser, c'est je suis en permanence en situation de vie et de mort. Inconscient, puisque c'est dans le sommeil. Hein. Mais donc, remettre ça dans la journée, entre guillemets, et se poser la question, est-ce que je suis vraiment dans la vie? Est-ce que je suis heureuse d'être en vie? Est-ce que j'avais envie d'être dans cette vie? Ce sont des questions. Parce que on fait l'analogie, donc on te voit, voilà. Quand est-ce que je respire plus? C'est quand je suis morte. Donc, voilà, on fait des liens comme ça. Intéressant, merci beaucoup. Marie-Hélène qui nous interroge sur les intolérances alimentaires, que peut-être on va orienter vers Ça, l'atelier ce du coup, sera parce que l'atelier, oui. tu vas nous en dire beaucoup à ce moment-là. Oui. Marie-Hélène, si vous êtes disponible, le 2 avril, vous allez avoir plein d'infos à ce sujet-là. Stéphane qui dit: «Je ne suis jamais malade et pourtant je pense avoir plein de choses à apprendre en vous écoutant». Merci pour ce retour. Question Sophie, c'est quoi la loi de la polarité, s'il te plaît? C'est la loi des opposés. Mmh. C'est la loi des opposés, c'est juste accepter que, ben, c'est comme on voit en chimie, c'est que les opposés s'attirent et donc c'est accepter cet état de fait, cette complémentarité. C'est la loi de la complémentarité en fait. D'accord, Mm. OK, merci. À nouveau une question sur les allergies que peut-être aussi, Maïl du coup, L'atelier. nous allons inviter à aller, t'écouter lors de l'atelier Oui. pour en savoir beaucoup plus. Chan qui nous demande: «Qu'est-ce que c'est exactement les cannabinoïdes?» Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, dans les cannabinoïdes, ce sont donc des molécules qui sont de la famille du cannabis, qui ressemblent, on les a appelées comme ça en fait. Les chercheurs ont découvert ce système endocannabinoïde. Comment ça s'est passé? Ça a commencé avec la prohibition du chanvre dans les années 30, en même temps que la prohibition du cannabis. Donc, il y a deux types de cannabis, il y a marijuana et chanvre. Et malgré la prohibition, les chercheurs ont continué à se poser la question, comment ça se fait que cette plante a autant d'impact sur nous? Et c'est en faisant ces recherches qu'ils ont découvert ce fameux système endocannabinoïde. Donc, comme je le disais, c'est le système qui assure l'homéostasie du corps, l'équilibre. Et nous produisons nos propres cannabinoïdes. Et il y en a un qui est qu'on a nommé l'anandamide, et c'est celui-là qui passe dans le lait maternel quand une maman allaite. On en a identifié deux chez l'être humain. Des cannabinoïdes dans le chanvre, il y en a plus d'une centaine, dont le THC dans le cannabis marijuana et le cannabidiol dans le cannabis chanvre. Et ils se sont rendus compte que ces cannabinoïdes du chanvre viennent se poser sur les récepteurs. On a des milliers de récepteurs dans notre corps, dans le système nerveux central, périphérique, dans les organes, sur la peau, on en a partout. Et donc, ça vient prendre le relais. Comme il y a des phytoœstrogènes dans le soja pour les femmes ménopausées, par exemple, on peut proposer un traitement substitutif. Eh bien, il y a des phytocannabinoïdes dans le chanvre. D'accord, Voilà. OK, je te remercie. Fatima qui nous dit qu'elle aimerait des informations à un glaucome. Elle aime expliquer en simplifiant. Elle va avoir 60 ans. Est-ce une coïncidence? Probablement pas, du coup. Est-ce que tu peux lui donner quelques pistes ou est-ce que là J'ai encore pas c'est... compris la question. Fatima nous dit: «Bonsoir, j'ai un glaucome. J'aime expliquer en simplifiant. Je vais avoir 60 ans. Est-ce une coïncidence d'avoir un glaucome à ce moment-là de sa vie ou est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs la cause de l'apparition de ce glaucome-là?» Ah oui, je pense pas qu'il y ait de coïncidence. Oui, j'irai poser la question. Le glaucome provoque quoi exactement? Donc, c'est à elle à se poser la question. Qu'est-ce que ça vient, en quoi ça vient l'ennuyer dans sa vie? Qu'est-ce que ça vient provoquer dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire? Qu'est-ce qu'elle est obligée de faire en remplacement? Est-ce qu'il y en a d'autres dans la famille? Est-ce qu'elle connaît, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui l'a marqué dans sa vie? Donc, voilà, c'est chaque fois remonter à la source.
Ok. Mm. Stéphane qui nous fait une remarque à propos du schéma que tu as présenté en parlant de burn-out, qui Oui. dit que la pensée doit quand même être assez musclée pour ne pas aller dans le burn-out par rapport aux deux autres branches du triangle que tu as présenté. Alors, il y avait pensée, sentiment, comportement. Oui, tout à fait, Oui. tout à fait. Ben, la pensée, elle doit être costaud. Non, pas forcément, parce que entre dire de mon patron, c'est vraiment un, voilà, un enfoiré, et de le laisser parler et d'être, je dirais, indifférente, de le considérer comme un arbre et de ne pas avoir, je dirais, de pensée ou une pensée à la limite. Ok, tu peux parler, mais moi, je sais qui je suis. C'est c'est surtout une question d'être connecté à son cœur, je pense, et à l'essence de qui on est, d'être dans l'estime de soi, d'être dans la confiance en soi, qui permet d'avoir cette pensée différente. Et c'est là que c'est important le plus gros investissement et l'investissement le plus important à faire dans sa vie, c'est l'investissement sur soi. C'est fondamental. C'est apprendre à se connaître, c'est le chemin vers soi et de manière à garder cette santé. Et quand on n'a plus la santé, c'est de retourner sur ce chemin et d'aller découvrir pourquoi et de retrouver, de reconnecter avec sa puissance de guérison personnelle qu'on a tous en soi. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Merci. Stéphane qui nous parle de résilience qui lui est venue quand tu as parlé du kitsuyi, de la Le nutrition kintsugi, ouais, spirituelle. ouais. Ouais, Mm. ouais. Effectivement, c'est vrai que Oui, c'est ça. faire une... Ouais, ouais, Mm. tout à fait. La résilience de Euh, Cyrulnik, oui, que Boris Cyrulnik a. mm, Mm. tout à fait. Mm. Des remerciements pour une conférence très riche en enseignements. Merci Laurence pour ce retour. Merci. Merci Corinne aussi. Très intéressant sur la dimension symbolique. Beaucoup de retours extrêmement positifs. Superbe, c'est tellement ça. Merci Marianne. Une question toutefois. Lorsque le mal, douleur, souffrance survient suite à un problème normalement purement physique, suite à une opération, un problème mécanique au niveau du corps, Mm. comment alors l'expliquer et le justifier? Non, alors, comme je disais, dans les quatre causes, il y a la cause physique, et là, on est purement dans une cause physique. Il y a une inflammation, donc il faut la laisser dans sa cause physique. Dans la maladie, on va voir les quatre. Et à partir du moment où on est allé voir tout ce qu'il y avait à voir dans le physique, à ce moment-là, on va voir dans l'émotionnel. Quand on est allé voir dans l'émotionnel, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, et que voilà, on passe dans le symbolique, et où on peut faire physique et symbolique en même temps. Mais on n'oublie jamais, le physique, c'est la base. Le corps est la base de la base. Et donc, quand on est dans une douleur physique mécanique, eh bien là, on va s'occuper de la douleur physique mécanique. Et puis après, on peut travailler sur la douleur avec la respiration, avec la gestion avec la visualisation, puisqu'on utilise énormément le pouvoir de la visualisation en post-opératoire dans de nombreux hôpitaux maintenant. Donc, il y a moyen de gérer la douleur. J'ai rencontré un jeune homme extraordinaire lors d'un séminaire il y a 2 ans, qui, à la suite d'un accident, mauvais endroit, mauvais moment, il est passé en dessous d'un arc électrique qui est tombé sur lui, et il s'est réveillé sans ses bras. On a dû l'amputer de ses 2 bras. Il l'a pas demandé, hein. Quand on dit, il l'a pas demandé, d'accord? Mais la puissance de sa pensée a été tellement phénoménale qu'il a appris tout seul comment gérer la douleur, parce que la douleur était dure. Eh bien, il a appris l'auto-hypnose, il a appris la visualisation, c'est juste incroyable. Ce jeune homme, j'arrive plus à retrouver son nom. Mais donc, il y a moyen de travailler sur la douleur de cette façon aussi. Waouh. Ok, je te remercie. Annie qui nous demande le sens des bouffées de chaleur, si tu peux donner quelques pistes par rapport à ça, et qui demande aussi si d'autres ateliers sont envisagés avec des thèmes différents. On va déjà commencer avec Oui. ces deux-là. Après, si vous avez des demandes particulières, euh,
faites-nous signe et s'il y a suffisamment de demandes, on peut voir selon ce que Sophie en pense là aussi. Ouais. Mais déjà par rapport aux bouffées de chaleur, est-ce Alors, que tu peux lui donner quelques pistes à Annie par rapport à ça? les bouffées de chaleur, ben, déjà, on a une partie de la réponse dans le terme. On est en feu, il y a trop de feu. Le feu est géré par le foie, en règle générale, et le foie est en médecine traditionnelle chinoise lié à l'émotion colère. Donc, ben, c'est aller voir comment on a, parce que les bouffées de chaleur, je suppose que la dame, elle est en préménopause ou en ménopause, donc c'est un peu voir où est-ce qu'elle en est dans la gestion des colères, est-ce qu'elle est dans un déni ou dans une colère qu'elle n'exprime pas, ou est-ce qu'elle en a hérité, donc ça peut être plein de choses. Et pour information, un bon acupuncteur, en quelques séances, peut régler les problèmes de bouffée de chaleur aussi. Oh, merci Ouais, du tuyau. ouais. Marie-Paul qui nous interroge sur le psoriasis, si tu peux donner quelques pistes à ce sujet-là. Alors le psoriasis, le psoriasis, on est là en général, alors je dis en général, hein, donc de nouveau, comme on a tous une histoire particulière. Les maladies de peau vont être liées à une symbolique de séparation. Une séparation qui est mal vécue, que ce soit une séparation physique avec un être cher, que ce soit une séparation d'un comportement qu'on n'arrive pas à faire, mais voilà, c'est le lien entre l'extérieur et l'intérieur, et donc quelle séparation je n'arrive pas à gérer. Et en plus, là où se trouve le psoriasis sur l'endroit du corps, ça va venir parler aussi un peu plus en détail. Et puis l'âge aussi. Donc ça Ok. dépend. Fatima qui revient sur les questions qu'elle a posées tout à l'heure sur le glaucome. En fait, elle précise que quand elle parlait de coïncidence, c'est que ça lui est venu de parler de glaucome au moment où toi tu parlais de ta maladie génétique des yeux qui s'est déclarée à peu près au même âge que Plus ou toi moins. finalement. Donc elle se demandait si la coïncidence existait par rapport à ça ou pas. Alors moi, je ne crois pas aux coïncidences, hein. Je vais parler de synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Tout arrive pour une question bien, bien précise. Donc, oui, elle a peut-être le même mythe de vie que moi, cette dame, hein, le mythe de Thérésias, le mythe de l'aveugle. Je ne sais pas, mais moi, c'était clair qu'il y a des tas de choses, j'ai eu des messages dans la vie, il y a des tas de choses que je n'ai pas voulu voir sur la façon dont j'avançais dans la vie. Alors, la plupart du temps, c'est lié à des peurs, hein, c'est lié à soit une estime de soi qu'on n'a pas, enfin, voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais je n'ai pas voulu. Je les ai vus, mais je n'ai pas voulu les voir. Et donc, c'est clairement, OK, tu les as vus, mais tu n'en as pas pris compte. Donc maintenant, on t'envoie ça, quoi. Enfin, on t'envoie ça. Moi, je me le suis créé, hein, mais c'est ma façon de parler. Donc, Fatima, je vous invite à aller regarder. Excusez-moi, mais je n'ai pas d'autres mots. Ce que peut-être vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent et que c'est une injonction. Ouvre les yeux, façon de Hmm. parler. Ok, Mm. merci. Stéphane, bravo à l'animatrice à la voix chantante, c'est très agréable de vous entendre. Merci Stéphane, c'est super gentil. Béatrice, bonsoir, j'ai eu 2 zonas pour lesquels j'ai eu un traitement neurologique depuis le début de l'année. Mon médecin n'a jamais vu quelqu'un qui a 2 zonas à la suite. Mes résultats sanguins ont montré un déficit immunitaire. Pouvez-vous me donner des pistes? Est-ce qu'on repart sur ce que tu nous disais en début de conférence sur les maladies auto-immunes dans ces cas-là ou Ah pas du oui. tout? Oui, oui, alors le zona, il faut savoir que c'est lié au virus de la varicelle, hein. Mm. Et donc, comme c'est lié au virus de la varicelle, on va aller chercher quelque chose de l'enfance qui n'a pas été résolu. Et quand il vient 2 fois, c'est que c'est dans l'urgence, probablement.
C'est une urgence, c'est une injonction très forte, c'est une urgence à résoudre un problème. Donc, est-ce que cette personne a eu la varicelle? Normalement, oui, puisqu'elle elle a le virus du zona, donc normalement, elle a la varicelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa vie? Donc, on peut aller poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à elle, dans la vie de ses parents, dans son entourage? Est-ce qu'elle a fait un déni ou un blackout d'une situation? Est-ce qu'elle peut poser des questions aux frères, aux sœurs ou aux parents? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu la varicelle? Enfin, il faut aller touiller par là. Quelque chose qui serait actif de cette période-là de sa vie, du C'est coup. probable, Ok, c'est je te probable. remercie. Jacqueline qui nous demande que penser quand une personne a tous ses sens très très sensibles. Que dirais-tu de ces cas-là? Oh. Oui, c'est Difficile. difficile. Quelqu'un, et puis c'est vague comme question. Les sens. On est, ouais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on est tous tellement uniques Oui. à aller dans des généralités dans Alors ces cas-là, moi c'est j'ai peut-être un juste petit peu là compliqué. le ressenti qui vient là, hein, c'est une info qui vient là toute seule, tout de suite, c'est même pas une envie, c'est dévorer la vie, c'est un besoin de vie, c'est oui, c'est difficile à l'exprimer, je le sens tellement. C'est comme si cette dame avait une nécessité de prendre sa place et d'être dans la vie, mais pas à du 200%, mais à du 1000, à du 10 000%, quoi. C'est, Ça marche. voilà, alors est-ce que ça pourrait être lié, ça pourrait, est-ce que c'est une enfant voulue, est-ce que c'est une enfant qu'on a pensé faire passer, comme on disait dans le temps, et qu'elle s'est accrochée à la vie et que maintenant, elle doit la manger par tous les sens. Voilà, c'est ce qui me vient là, je sais pas. Merci. Roselyne qui pose une question très d'actualité. Dans cette étape mondiale du corona, le phubbing va se développer par force à cause du confinement obligatoire pour les personnes qui vivent seules. Quels symptômes cela risque-t-il de développer? Le symptôme par rapport à quoi? Par rapport au phubbing, je Ah, pense. Le fait que oui, vivant seul, en étant le confiné, phubbing. Ouais. peut-être que ces personnes-là vont être beaucoup plus à se nourrir d'internet avec plein de guillemets Eh autour parce que bien, l'expression n'est pas très jolie. le phubbing, pour moi, c'est très, très néfaste et très délétère en ce sens que on s'oublie complètement. On n'est plus connecté à soi. Et là, de nouveau, on prépare son nid aux maladies parce qu'on n'est plus dans l'écoute de soi. On est tellement dans l'écoute des autres et dans le regard des autres et dans le voyeurisme, hein, parce que j'ai pas d'autre chose, hein, j'ai pas d'autres mots à dire, qu'on ne s'occupe plus de soi et à un moment donné, ben, on va passer à côté des symptômes dont le corps pourrait donner et pourrait parler, par exemple. C'est Prendre le temps de Oui, oui, s'écouter, oui. même dans ces Je trouve périodes-là. que c'est vraiment une période. Alors, ça va choquer beaucoup de personnes, hein, mais pour moi, c'est une bénédiction. Alors, oui, pour les personnes qui sont parties, ben, j'espère qu'on les sont accueillies là où elles sont maintenant. Mais pour ceux qui sont encore là, c'est une bénédiction parce que c'est une demande à revisiter complètement tous nos comportements, nos façons de penser, nos façons de parler, nos façons de vivre et rentrer dans le phubbing. Là, pour moi, c'est une régression. Donc, cette période-ci, j'invite à faire les jeûnes, non seulement alimentaires, mais technologiques. Que ce soit une journée par semaine, que ce soit 2 jours par semaine, ou même une semaine entière. Mais oser aller dans l'inconnu, oser faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et donc, se couper de ça. Ne fût-ce qu'une journée, ne fût-ce qu'une seule journée. Parce qu'il faut vraiment rester à l'écoute de soi. C'est comme dans les avions, on nous demande de d'abord mettre le masque à oxygène sur son visage avant de le mettre sur celui de l'enfant. Jusqu'à très longtemps, moi, j'avais
je le disais, ils sont folles les hôtesses, elles n'ont rien compris jusqu'à ce qu'à 40 ans, je commence, non, à 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai commencé ce chemin. Ah oui, 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 évidemment. Mais oui, donc mais c'est la même chose, hein, donc si on passe son temps sur les écrans, on en oublie la nature qui redevient extraordinaire. On en oublie sa nature qui va redevenir extraordinaire. C'est le moment de prendre soin de ses bobos en s'occupant de soi. Ouais, Mmh. s'occuper de soi. Oui, Merci oui. Sophie. Stéphane qui nous demande: «Alimentairement, ce que l'on mange fait symbole avec nous, puisque 2 parties font Oui. 1?» Oui, 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 oui. OK. Hem, nous ne choisissons pas nos aliments au hasard. Ça fait partie des 90, on est d'accord, mais il y a une raison toujours bien précise dans les aliments que nous choisissons. Et donc c'est Ça, chaque c'est fois un intéressant. lien qu'on recrée. Et je vous expliquerai ça dans le premier atelier. Oh, j'ai hâte. OK. Céline qui me dit: «Quelqu'un ne me laisse pas l'occasion de lui parler, poser quand je ne suis pas d'accord. Du coup, je me retiens de lui parler pour éviter une dispute. Ça me rend malade jusque dans mon corps Ah avec des oui, blocages, et cetera, et cetera». Bel exemple de ce que ouais, tu nous as appris ouais. aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Conférence vraiment très intéressante. Merci Hélène. Laurent qui interroge sur un cas particulier aussi, une déchirure de l'aponévrose des muscles jumeaux. Oui. Si tu peux donner des informations par rapport à ça, mais c'est peut-être très, très Ça c'est spécifique, pas Non, ça forcément évident. c'est très spécifique. Alors j'aurais envie de dire, là de nouveau la première question, heu, qu'est-ce que ça me permettait de faire avant que ça ne me permet plus de faire maintenant? Donc où est-ce que, pourquoi c'est arrivé maintenant? Qu'est-ce que ça m'invite à faire? Moi, c'est ce que j'aurais envie de dire maint tout de suite là comme ça, c'est la première chose. Mmh. Mmh mh. Ouais, ouais. Ça marche. Muriel qui nous interroge sur le psoriasis du cuir chevelu. Tu as déjà parlé du psoriasis, donc Annie, je vais vous inviter à écouter, peut-être en replay du coup, pour avoir la réponse à En cette plus, le cuir question-là. chevelu, c'est la Faites connexion, c'est le ouais, chakra coronal, hein, c'est pas n'importe où. ouais, Eh ouais. tout à fait. Tout à fait. Fatima qui te remercie pour tes réponses et ça je comprends. Ginette qui interroge: «Hélicobacter pylori depuis l'enfance, d'où est-ce que ça peut venir?» Mmh. Hem, Depuis l'enfance, ça peut venir, de nouveau, c'est problème estomac. L'estomac, il fait quoi? L'estomac, il permet de digérer. C'est la première, c'est la première grosse dissolution donc là j'irais, la personne sera en face de moi, j'irai directement dans son enfance, voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, et j'irai voir le rapport avec les parents, frères et sœurs, oui, il y a quelque chose qui est pas passé, qui passe pas. Ouais. OK. Béatrice qui te remercie de ta réponse, si je dis pas de bêtises concernant le zona. Ça va être difficile car mes parents sont décédés, mais je vais aller chercher Bah, dans ouais. ce sens. Stéphane qui nous remercie. Merci à toi Stéphane pour toutes tes questions, c'est très intéressant. Et une dernière question de Annie qui nous demande le sens des acouphènes. Ah ben, la première question, c'est pas je me la pose, hein, puisque j'en ai de temps en temps, donc et à chaque fois que ça vient, c'est, «Bon, qu'est-ce que j'ai pas envie d'entendre là?» Ça, c'est la toute 1re question basique, hein. C'est: «Qu'est-ce que je n'ai pas envie d'entendre? Qu'est-ce que j'ai pas envie d'écouter?» Une différence entre entendre et écouter. Dans l'écoute, on est, dans le passif. Est-ce que je suis trop active, trop passive, pas assez? Ou aller voir un petit peu l'analyse?
Est-ce que je m'écoute? OK. Merci pour toutes ces précisions et pour toutes ces réponses. Stéphane qui nous fait un dernier commentaire. Tout à fait d'accord avec vous sur le feeling et la phase de crise traversée. Et Ginette qui te remercie pour tes réponses parce qu'effectivement, ça remonte à des choses de peur et de maltraitance. Donc voilà, effectivement, tu es tombé juste. Impeccable. A priori, on a fait le tour des Ben, merci. questions. Est-ce que un mot de la fin te vient, Sophie? Alors, comme mot de la fin, j'ai envie juste de vous dire que vous vous rappeliez que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je n'ai pas fait l'exercice là, je le fais à chaque fois quand je suis en conférence. Je demande à chaque personne de prendre un morceau de papier, de le découper en 4 et de mettre 4 noms sur les 4 papiers. Des personnes qu'elles aiment le plus au monde et de les jeter une par une et de garder un seul papier sur les 4. Dans une assemblée de 50 personnes, je dois en avoir 2 ou 3 qui ont un papier sur lequel il est marqué moi. Oh là là. Voilà. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pourrez pas vous occuper des autres. S'occuper de soi permet de s'occuper de l'autre. C'est tout ce que j'ai envie de dire pour terminer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a tout le temps. Super puissant. On a tout le temps. Super puissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces Avec mots qui me plaisir. parlent beaucoup. Stéphane qui nous dit: «Je risque de me laisser tenter par l'atelier». Très, très, très volontiers Stéphane. Si vous voulez en savoir plus sur cet atelier, vous avez le lien qui apparaît sur le côté ou en dessous de votre écran si vous nous écoutez en replay, sur lequel vous pouvez aller cliquer pour en savoir un peu plus et pour vous y inscrire. Donc pour rappel, les dates sont le 2 avril pour le symbole au secours des addictions alimentaires et le 21 avril, dans les deux cas à 20h30, sur un atelier qui est intitulé Au revoir les migraines. Je vais vous laisser là-dessus. Vous souhaiter une très bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Merci vous Sophie tous. pour toutes ces Merci riches à toutes les personnes informations. qui étaient présentes. Merci à toi qui a animé ça d'une façon de main de maître. Et puis Merci. c'est vrai que tu as une voix très joyeuse, c'est très agréable. Merci, Et c'est je vous souhaite gentil. une belle soirée et surtout portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Très belle soirée. Prenez soin de vous.